À voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Thibaut Henneton rencontre Gérard Bérébi. Ce soir, 1968, toute voile dehors. Bonsoir Gérard Bérébi. Bonsoir. Hier, nous avons évoqué votre enfance en Tunisie, la mort brutale de votre père par balle sous vos yeux, jusqu'à l'arrivée à Paris dans la chaleur de la fin des années 60, car c'était chaud à l'époque. C'était chaud, mais je me suis aperçu que c'était chaud un petit peu après. Et puis, quand je suis arrivé en France, à l'âge de 15 ans, je n'avais lu aucun livre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ou peut-être un peu. Un professeur de français, vraisemblablement membre du Parti communiste que j'avais au collège, et qui avait fait lire à toute la classe, mais j'avais l'impression qu'il me le faisait lire à moi, L'enfant de Jules Vallès. Et j'avais lu ça de manière fiévreuse. C'était la première fois que je lisais un livre de cette façon, et que je lisais tout court. Et j'ai poursuivi toute la trilogie de Jules Vallès. J'ai lu le Bachelier, l'Insurgé, et j'ai commencé à lire n'importe comment. Je dois le dire, c'est quand même assez drôle, alors que je suis éditeur, donc je vends des livres. J'avais 15 ans, j'avais 16 ans, et puis je volais des livres de poche, quoi, pour les lire, tout simplement. Et j'ai lu, j'allais dire tout et n'importe quoi, dans n'importe quel sens, comme souvent les autodidactes, mais j'avais pas du tout l'impression d'être un autodidacte, c'est-à-dire que j'avalais les choses, je ressentais un besoin et j'entendais quelque chose, je lisais un livre, s'il y avait une note en bas de page ou si on parlait d'autre chose, j'allais voir ce livre-là, et c'est comme ça que je me suis formé, c'est-à-dire de manière totalement désorganisé, avec des trous béants dans des périodes de l'histoire qui ont été comblés par la suite, etc. Mais c'était pas de l'étude pour moi. C'est-à-dire que d'abord, j'entrais dans un monde où je me retrouvais un peu chez moi. Et je pouvais parler avec un livre. Et ce que je pouvais échanger en lisant, je n'avais pas d'endroit et de personnes avec lesquels je pouvais parler comme cela. Il y avait une liberté, une audace dans ce que je lisais, sans le comprendre, mais qui correspondait avec ce qui m'habitait. Et j'y trouvais, je ne dirais pas des réponses, mais j'ai appris énormément de choses dans toutes sortes de domaines, que ce soit dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans ma propre éducation. Je dirais qu'elle s'est faite de manière atavique, naturellement, à travers ma famille, mais elle s'est énormément faite dans les livres. Est-ce que vous pouvez nous décrire le printemps 1968 ? Vous avez 17 ans. Ouais. Le pays était paralysé. J'habitais à Montfermeil, c'était, je crois, à 15 ou 17 kilomètres de Paris. J'ai fait le trajet à pied, parce qu'on ne pouvait pas faire de stop, parce qu'il y avait très peu de voitures qui roulaient. Et je me suis retrouvé dans des manifestations, dans des assemblées générales. J'allais partout où je me sentais attiré. Et j'étais dans un collège à côté de là où j'habitais. C'était à Livry-Gargan, qui bien sûr était en grève. Je me suis retrouvé plus ou moins à la tête du mouvement. C'était une époque dont je garde un souvenir extrêmement joyeux et chaleureux, mais en même temps, pour moi, pleine d'apprentissage. Parce que je découvrais plein de choses, des gens, des modes de vie qui m'étaient encore totalement étrangers. Et puis, il y avait chez moi cette tendance à larguer les amarres. C'est-à-dire à aller vers où le vent me portait et vers ce quoi j'étais attiré, sans tenir compte de l'autorité maternelle qui, bien sûr, voyait d'un très mauvais œil mon esprit d'indépendance. Et puis surtout, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je pense que ma mère avait peur. Elle vous disait de ne pas y aller ? Elle ne voulait pas que j'y aille, parce que aussi j'étais de nationalité tunisienne, j'avais une carte de séjour.
que je devais renouveler tous les 3 mois à la préfecture de police. Et si je me faisais arrêter par la police, c'était une mesure d'expulsion immédiate. Et beaucoup d'étrangers ont été expulsés de France parce qu'ils avaient participé au mouvement de mai 68. Vous savez, expulsé de France en mai 68, quand on est tunisien, on retourne en Tunisie, généralement, on va en prison. Mais vous étiez mineur Oui, j'étais mineur. On aurait quand même pu vous expulser. Je pense que oui. Je pense que oui. Et vous disiez que vous étiez tête de pont de la contestation à Livry-Gardan. Vous participiez à des actions, c'est-à-dire vous pouvez... Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un comité d'action comme il y en avait à l'époque partout. J'étais très actif, on faisait grève, je portais la contradiction aux professeurs qui étaient présents et je disais qu'il fallait mettre la société à feu et à sang. Très simplement, c'est-à-dire qu'il y avait cet esprit qui était quand même assez répandu, que tout était possible, qu'on pouvait tout changer et qu'on pouvait avoir la vie qu'on voulait, même si on n'avait, pour ma part, aucune idée de la vie que je voulais avoir, pour être honnête. Mais c'était un mouvement qui avait explosé comme ça, et bien sûr, je l'ai compris un petit peu après, mais c'est pas par hasard que j'ai été attiré par certaines tendances plutôt que par d'autres. Il faut vous dire qu'il y avait plein de groupes politiques. Veut dire, à 2 ou 3 personnes, on faisait un groupe. À 4, il y en avait un qui faisait une tendance. Si on était 7, il y en avait un qui excluait l'autre. Et tout le monde avait un programme politique, tout le monde faisait une brochure, un tract, un bulletin. C'est-à-dire que les archives de cette époque sont phénoménales. C'est-à-dire qu'il y avait cet esprit... D'abord, c'était un mouvement qui n'avait pas de tête. C'est-à-dire qu'il n'était pas dirigé. L'explosion de mai 68 est une chose qui est arrivée assez spontanément, qui est arrivé historiquement au départ par un grand scandale qui a eu lieu à Strasbourg avec des jeunes gens qui faisaient partie d'un syndicat étudiant, qui était l'UNEF, qui se sont emparés de la direction de l'UNEF, qui ont pris l'argent de l'UNEF et qui ont imprimé une brochure avec la participation des situationnistes et de Guy Debord. Il y avait Mustapha Kayati sur place, mais il y avait aussi plein d'autres gens. Il y avait un professeur qui s'appelait Henri Lefebvre, qui enseignait la sociologie à Strasbourg. Donc il y avait un terrain comme ça propice. Et cette brochure a provoqué un véritable scandale et ça a fait tache d'huile et tout le monde s'en est emparé. La diffusion a été extrêmement massive. Elle a fini par échapper au producteur même de cette brochure. Moi, à l'époque, je ne la connaissais pas encore. Mais si vous voulez, dans tous les slogans qui circulaient, les tags, comme on dit aujourd'hui, qui étaient sur les murs, etc., ceux qui m'attiraient le plus étaient ceux qui venaient de cette mouvance-là, c'est-à-dire une mouvance anti-autoritaire, anti-centraliste, c'est-à-dire anti-jacobine, qui était une promesse de bonheur, c'est-à-dire qu'il y avait un air de défi et de liberté sur les visages, qu'il suffit de voir les photos. Même si on peut analyser cela et voir les conséquences et positives et négatives à travers ce mouvement, c'était un sentiment qui apparaissait chez les individus où on prenait sa vie en main et qu'elle nous appartenait et que les contraintes d'autorité sociale, politique, économique étaient un pis-aller, c'est-à-dire elles n'avaient aucun sens. Et le résultat, c'est que le pays était complètement paralysé. Donc ça veut dire que des gens réussissaient à paralyser un pays. Cette brochure dont vous parlez, c'est de la misère en milieu étudiant, considérée sous ses aspects économiques, politiques, psychologiques, sexuels et notamment intellectuels, et de quelques moyens pour y remédier. Donc il y a une brochure anonyme. C'est une brochure anonyme dans laquelle, pour l'écriture de laquelle Mustapha Kayati a joué un rôle prépondérant, mais il y avait aussi tout un environnement propice à cela, c'est-à-dire que quand on étudie l'histoire de ce mouvement et aussi ce qui s'est passé à Strasbourg à cette époque, il y avait par exemple une femme qui faisait une thèse sur un anarchiste russe qui s'appelait Nestor Makhno. Il y avait des soirées de poésie, il y avait des concerts de Vince Taylor, plein de choses comme ça qui étaient propices à un éclatement. Est-ce que vous avez fraternisé avec des ouvriers ? Vous êtes allé dans des usines ? Jamais. Je n'ai pas été dans des usines, et puis
comment dire, dans ce mouvement, il y avait énormément de groupes gauchistes qui étaient trotskistes, maoïstes, et chez les trotskistes, il y avait énormément de tendances. Chez les maoïstes aussi, il y avait énormément de tendances. Vous n'adhériez à aucune ? Absolument aucune. Non seulement, encore une fois, je n'adhérais à aucune et je portais la contradiction à ces gens-là parce que j'étais dans des lieux publics et ils monopolisaient la parole, mais je n'avais pas le bagage politique pour leur porter la contradiction, contrairement à eux qui étaient formés, qui étaient plus âgés que moi. Mais je ressentais confusément que c'était pas ça. Et donc, à partir de là, ma parole se libérait toute seule, mais je n'avais pas d'argument réel pour les contredire. Et par exemple, le moteur de ces groupes, puisque vous parlez d'ouvriers, c'était l'avant-garde éclairée qui devait apporter la bonne parole à la classe ouvrière et l'encadrer pour l'entraîner vers la révolution. Et moi, je m'inscrivais dans une perspective politique tout à fait haute, c'est-à-dire anticentraliste, anti-avant-gardiste, c'est-à-dire dans le noyautage de la classe ouvrière pour l'amener, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose, il faut qu'il le fasse lui-même. C'était une approche qui était complètement différente et j'étais complètement opposé à ces gauchistes que je trouvais extrêmement doctrinaires, que je considérais comme étant, j'allais dire manipulés, mais dirigés par d'autres gens. J'étais convaincu qu'ils étaient financés par des organisations autres. Et il y a une anecdote qui est quand même pour moi très révélatrice, c'est que quand j'ai créé ma maison d'édition, au bout de quelques années, j'ai reçu un manuscrit par la poste d'un type dont j'avoue je n'ai pas souvenir du nom, qui vivait du côté de Grenoble et qui racontait son expérience maoïste. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce que je considérais de manière intuitive, quand j'étais très jeune dans le mouvement de mai 68, s'est révélé juste en lisant le manuscrit, que je n'ai pas publié bien sûr, de cet individu qui a fait partie du mouvement maoïste dans sa tendance pure et dure. Et il racontait qu'il allait en Suisse, à l'ambassade de Chine, et qu'on lui remettait de l'argent et qu'il mettait cet argent dans son slip et il racontait comment il transpirait dans le train de peur de se faire contrôler par les flics. Et je me suis dit, bon sang de bon sang, je suis pas fou. Je l'avais senti, je l'ai dit, mais je n'avais aucun élément. Oui, vous dites que vous manquiez d'arguments pour répondre aux maoïstes, et puis vous avez 20 ans, 22 ans, et paraît à ce moment-là l'ouvrage de Simon Leys, Les habits neufs du président Mao. Vous dites, lire ce texte a été pour moi une libération, c'était un outil extrêmement important dans l'avancée de la pensée qui nous a vaccinés contre le maoïsme. C'est-à-dire que je considérais que cette histoire de livre rouge et de révolution chinoise, c'était de la fumisterie, quoi. Quand j'ai lu le livre de Simon Leys, ça a été une bouffée d'air, une libération, parce que tout ce que je ressentais confusément était dit dans un livre, et à l'époque, le livre, pour moi, était quelque chose de sacré. C'est-à-dire qu'un livre, c'était la vérité. C'est-à-dire que, comme j'ai découvert tard la lecture, etc., et tout ce que ça m'a apporté, depuis, j'en suis un peu revenu, disons. Mais je considérais qu'un livre ne pouvait pas mentir. C'est quelque chose de sacré, et le sacré dans le sens de la religion, mais pas dans le rapport à la religion, de sacré dans le sens de divin. Et j'avais cette conception tout à fait naïve. Et je dois dire que quand j'ai commencé à faire des livres, c'est-à-dire à devenir éditeur, je l'ai fait avec toute cette naïveté. Donc il y a le livre de Simon Leys, qui est édité d'ailleurs par un des membres de l'Internationale situationniste, René Viennet. Oui. À quel moment s'effectue la rencontre avec les textes phares du mouvement situationniste, celui de C'est très Vaneigem, simple, je celui de Debord. participais au mouvement de mai 68 de manière complètement désorganisée comme était le mouvement. J'allais un petit peu partout, aussi dans mon collège. Et j'ai un frère qui a 2 ans de moins, qui est plus jeune que moi de 2 années. Évidemment, n'avait pas la même liberté de mouvement que moi. Vous savez, dans les familles, il y a, comme on dit, une autorité.
J'ai 2 sœurs plus âgées que moi et j'étais l'aîné des garçons. Ce qui fait que j'ai dû me coltiner l'autorité maternelle et donc j'ai forcé quelques portes. Ce qui fait que quand mon frère est arrivé après, c'était plus facile. Le terrain était un petit peu dégagé. Et lui n'allait pas trop à Paris aux manifestations, mais il était très curieux. Il me demandait ce que j'avais fait, ce que j'avais vu. Et il m'avait dit, regarde, on m'a parlé d'une chose. Il y a un kiosque sur le boulevard Saint-Michel qui s'appelle le kiosque Cluny. Et il y a une revue, si tu veux l'acheter, qui s'appelle International Situationniste. Et c'est comme ça que la chose s'est faite. J'y étais, je l'ai acheté. Évidemment, j'ai lu ça et ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Et puis, il y avait un livre que je lisais aussi dans ce moment-là qui rencontrait dans la jeunesse un très grand écho. C'était le livre de Raoul Vaneigem, Le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Et par association d'idées, j'en étais arrivé à découvrir le livre de Guy Debord, La société du spectacle. Mais vous découvrez donc d'abord ces textes dans la revue L'International Situationniste. La première fois, oui. Ouais. Qui publie des extraits de ces ouvrages qui seront publiés un peu plus tard en 1967. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque, ou en tout cas vous réalisiez la pénétration des thèses situationnistes bien au-delà de ce groupe très restreint, presque confidentiel ? Confidentiel, c'était quelques personnes, quoi. C'était 10-12 personnes. Et qui n'avaient pas du tout la volonté de rencontrer cet écho, la volonté de construire une organisation, de faire en sorte que de nouveaux membres adhèrent au mouvement. Il est certain que la manière dont j'ai été happé par ces idées et ce mouvement, c'est que ça répondait à un besoin confus. Et je n'étais pas le seul. C'est-à-dire que la force de ce mouvement, c'est qu'ils énonçaient des thèses, des idées, des critiques, des slogans, avec des moyens relativement limités. Parce que on a 3 livres et une revue qui a eu 12 numéros de 1958 à 1972. Donc c'est pas un travail d'agitation très soutenu, mais qui ont réussi à parler à des gens qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils avaient, à mon avis, saisi quelque chose qui était la critique extrême qui se produisait dans l'air du temps, qui était dans la tête de tout un chacun, et que tout un chacun n'arrivait pas vraiment à formuler. Et une critique qui englobait tout le mouvement de contestation, c'est-à-dire toutes les organisations gauchistes qui participaient dans les écoles, dans les universités, dans les usines, dans les rues, à toutes les manifestations. Alors là, c'était tout à fait contre. Cette critique, c'est la critique de la séparation. La critique de la séparation, la critique du centralisme bureaucratique. Ça paraît aujourd'hui un peu daté, c'est-à-dire que dans le mouvement politique critique et gauchiste, il y avait une frontière. Et cette frontière venait de l'analyse de ce qui s'appelait à l'époque l'URSS, puisqu'il y a eu la révolution bolchevique en 1917, et il y avait les gens qui considéraient que la Russie, j'ai l'impression de parler d'une époque d'il y a des siècles, tellement ces débats n'ont plus de sens aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les gauchistes considéraient à des degrés divers que l'URSS était un État ouvrier dégénéré, et les autres qui considéraient que c'était un capitalisme bureaucratique d'État, et c'était la revue Socialisme ou Barbarie, avec Castoriadis, Le Fort, à l'époque, qui avait amorcé cette analyse et cette thèse. Et si vous voulez, dans le milieu de la contestation, il y avait toute cette partie des gauchistes qui se rattachaient encore à l'URSS et dont je ne faisais pas partie, et les autres. Le socialisme ou barbarie qui frayera un temps avec les situationnistes. Bien sûr. Il y avait une autre dimension aussi dans la revue, l'International Situationniste, c'était le refus de la propriété intellectuelle. Au début dans chaque exemplaire, il y avait une sorte d'anti-copyright. Est-ce que vous vous rappelez de la formulation ? C'est-à-dire que tous les textes de cette revue, je vous cite de mémoire, peuvent être reproduits même sans indication d'origine. Moi, j'étais très séduit par ça. Évidemment, c'est-à-dire que tout ce qui remettait en question l'autorité, la propriété, la loi, tout ça, c'était du pain béni pour nous tous. J'ai appris beaucoup plus tard
que ça n'avait aucun sens. Aucune valeur juridique. C'est-à-dire que je peux, dans le chiffon de mes écrits, décider que c'est du domaine public et que tout le monde peut l'utiliser, mais je ne le savais pas à l'époque, mais j'ai appris que je ne pouvais pas faire la loi moi-même, mais que c'était le législateur qui dictait les lois. Et donc, ça n'a pas de valeur juridique dans la mesure où la personne même qui a écrit ça peut se retourner contre quelqu'un qui utilise ces textes du point de vue juridique, et les héritiers des gens qui écrivent ne sont pas du tout obligés d'entériner cela et exiger ce qui leur revient de droit, comme c'est le droit dans une société. Évidemment, cet anti-copyright jouera un grand rôle dans la diffusion des idées situationnistes. Et plus tard, avant d'être éditeur, vous êtes parti en guerre contre la propriété intellectuelle. Vous le datez de ce moment-là? Ça correspond... Est-ce que vous reliez ça à... C'est un peu facile de m'amener à le dire comme ça, parce que quand je l'ai fait, il y avait le spirit, disons. Et donc, quand j'ai fait, par exemple, une édition pirate d'un livre de Gallimard, bien sûr que j'étais tout à fait dans cet esprit de m'approprier quelque chose, et c'était très sincère. C'est-à-dire que j'ai lu un livre d'Aragon dont le titre est Le traité du style. La première phrase, c'est « faire en français signifie chier ». Et la dernière phrase... À l'âge j'étais tout jeune, je conchis l'armée française dans sa totalité. J'ai adoré ça, quoi. Et puis je parle avec des gens, on me dit, mais ce livre n'existe pas, on peut le trouver que dans des librairies de livres anciens ou d'occasion, parce que l'auteur s'oppose à sa republication. Et moi, j'ai répondu, mais il n'a pas le droit. Parce que si moi je lis ce livre et qu'il me plaît, il n'appartient pas à l'auteur, il m'appartient à moi. Et j'étais dans la veine de Lautréamont, de tout ce qui... Le plagiat est nécessaire au progrès. Voilà, des choses comme ça. Et donc, si Aragon, qui était l'auteur du livre, s'oppose à sa republication, eh ben, dans mon esprit de l'époque, c'était « je l'emmerde ». Et j'ai trouvé le peu d'argent qu'il me fallait et j'ai été voir un imprimeur qui a commencé à s'inquiéter. Et je me souviens d'un détail, il m'a dit « Mais je ne veux pas de traces, vous m'apportez de l'argent liquide. Et vous prenez toute la livraison en une seule fois. » Et donc j'ai fait une édition pirate de ce livre-là, j'ai reproduit la couverture de Gallimard à l'identique. D'ailleurs, pour faire une couverture, j'ai rencontré un garçon qui m'a été présenté et qui s'appelle Patrick Lebedev et qui est devenu le directeur artistique des éditions Alia ensuite et qui a fait toute l'image de ma maison d'édition, de toutes les couvertures de livres et qui a joué un rôle très important pour la maison d'édition et qui a joué un rôle très important dans ma propre vie et de comment j'ai appris à appréhender l'esthétique de mes ouvrages. Et j'ai fait une édition pirate, donc à l'identique. À la seule différence, c'est que sur la 4e de couverture, j'avais apposé une phrase qui venait d'un livre de Louis Kuttner que j'avais lu. Louis Kuttner qui deviendra l'auteur, qui est le premier livre que j'ai publié en 1982. Et cette phrase, c'était « Ici J. Aragon, lui, nous ne sommes pas sûrs que ce soit lui ». Et quand on sait qu'Aragon était un fils putatif de préfet, j'ai trouvé cette phrase quand même assez drôle, quoi. Et surtout, quand je dis drôle, c'est-à-dire que pour moi, ça montre l'esprit qui m'habitait déjà à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire ces choses-là. Et même si j'ai dû m'assagir et me régulariser en devenant un éditeur officiel et légal, j'ai toujours gardé en moi un petit peu cet esprit de défiance, quoi. De pirate. Ben, j'aime bien les pirates. On reviendra sur l'origine de la création d'Alia, votre maison d'édition, mais restons pour l'heure et pour conclure cette émission dans le Paris de 68. Comment vous vivez, vous, la fin du mouvement des occupations, qu'on appelle d'ailleurs plus le mouvement des occupations, mais les événements de 68, les accords de Grenelle La chute de 68, ça a été une pantalonnade. Les accords de Grenelle, le discours de Gaulle qu'on écoutait sur des transistors. Pour nous, c'était grotesque et en même temps, c'était la reconnaissance d'un échec, mais qui a mis plusieurs années
à être entériné par un échec et, si vous voulez, le mouvement de 68 s'est perpétué en essayant de se donner des illusions de continuer, disons jusqu'au milieu, vers la fin des années 70, jusqu'en 76, 77, 78. Et là, les dernières résistances, si vous voulez, qui essayaient, ont fini par comprendre que c'était le triomphe de la réaction et qui non seulement a été un triomphe de la réaction dans le moment de mai 68, mais qui est devenu un triomphe total et sous toutes les coutures de la réaction dans les décennies qui ont suivi. Une nouvelle phase du capitalisme en quelque sorte. Un nouveau monde. Pour reprendre une phrase de Guy Debord, c'est une grande chance d'avoir été jeune dans cette ville quand pour la dernière fois elle a brillé d'un feu si intense. La seule différence, c'est que nous avons presque 20 ans d'écart. Mais il est vrai que le Paris que j'ai connu, mais qui n'était déjà plus le Paris que Debord a connu, n'a plus rien à voir avec le Paris dans lequel je vis aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était une ville où des choses étaient possibles, simplement des rencontres entre deux gens qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent dans la rue ou dans un café, qui est une chose qui relève aujourd'hui de l'exception, quand on dit ça. Et puis c'était une époque où on pouvait vivre avec 3 fois rien, où être pauvre n'était pas une humiliation. C'est-à-dire, il y avait des pauvres, mais les pauvres avaient une certaine dignité. On était fauché, mais on n'était pas humilié parce qu'on était fauché. Et ça fait un décalage total avec le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas apparaître comme cela. On pouvait traîner dans des bistrots à boire des coups avec des potes, mais on n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, c'est quasi impossible. Au prix où on paye un demi dans un café, on ne peut pas boire 5-6 verres avec des copains dans un café. Oui, c'est ce que dit Van Eghem. C'est à l'époque, il y avait encore une distinction entre vie et survie. Aujourd'hui, même la survie n'est plus possible. Ouais. Et c'est là où il y a eu un triomphe total de la réaction. Et pour que la réaction triomphe, il a fallu qu'elle comprenne les mouvements de révolte de mai 68 et qu'elle s'approprie toutes les revendications des manifestants pour les édulcorer et leur donner une autre direction, parce qu'elle a bien compris que la société était asphyxiante, corsetée et étouffante, et qu'il fallait une bouffée d'air. Et donc on a mis en place un système politique qui tenait compte de cela et qui offrait une certaine libération dans la vie quotidienne, qui n'était pas du tout l'application des slogans et des revendications des rebelles de 68, mais qui ont été récupérés de cette manière-là parce que c'était utile à l'avancée du mouvement capitaliste dans la société. Merci Gérard Bérébi. Merci à vous. Demain soir, nous nous attarderons sur cette période qui court de 1968 à la création de votre maison d'édition, donc une période de récupération, mais également de récupération créatrice par vous, jusqu'à la création d'Alia en 1982. Merci Gérard Bérébi. Merci.